Oui, je vais parler un petit peu de ce livre très fascinant sur le sommeil, Nuit étroitement surveillée, euh, qui propose des aperçus sur le sommeil et sur le rêve, je trouve tout à fait intéressant et étonnant. Dans un passage de cette étrange ventriloquie que constitue Autobiographie de mon père, le père, dont la vocation médicale a été contrainte par les circonstances à se restreindre au domaine assez peu gratifiant de la stomatologie. Donc le père médite sur ce qu'il estime avoir été, par devers lui, sa supériorité intellectuelle. Et il la situe dans son intérêt pour, je cite donc le père ventriloqué par Pierre, bien sûr, il la situe dans son intérêt pour l'articulation obscure entre le somatique et le psychologique, qui a fait l'objet de sa thèse. Peut-être que François nous dira quel était le titre de cette thèse, parce que... Oui, d'accord. Et le père ajoute « J'eusse aimé qu'au moins mon fils pût plus tard profiter de mon expérience et de ses forces inentamées pour reprendre à nouveau le même problème. Mais c'est pour évoquer tout aussitôt une expérience déceptive. Ayant, dans cette intention, fait lire à son fils, Pierre donc, Le Rire de Bergson, il se voit répondre avec impertinence que Freud a dit beaucoup mieux et qu'on ne voit pas pourquoi il s'attache à des idées aussi démodées. Le père reprend « Je ne désespère pas de lui, mais presque ». Que n'a-t-il vécu assez pour lire, sans doute, Autobiographie de mon père, mais aussi Nuit étroitement surveillée, où il aurait pu entendre la voix du fils, s'altruiser, pour employer un mot de Pachet, et donner congé provisoirement à la psychanalyse, à l'encontre de toute son époque et de lui-même jeune, pour aborder à nouveau frais, non pas seulement le rêve, mais le sommeil et le rêve, à l'articulation obscure, justement, du somatique et du psychologique. Comme écrivait Michaud, je sentais en moi des passages de mon père. Il y en a plusieurs, semble-t-il, dans l'œuvre de Pierre. Donc, en plein triomphe de la psychanalyse et du lacanisme, Pachet sous-titre ces nuits étroitement surveillées de l'appellation désuète études psychologiques. Et il renoue avec des questions posées par les psychologues amateurs et farfelus du XIXe siècle, Hervé de Saint-Denis, Maury ou Delboeuf. Questions enterrées par presque un siècle de freudisme et ensevelies un peu plus profond depuis par les neurosciences. Mais ce retour ne répond pas à un esprit de provocation post-adolescent. Il renvoie plutôt à un refus général d'endosser les catégories que cimentent les doxas et qui, dès lors, deviennent inquestionnables aussi bien dans leur contour que dans ce qu'elles occultent. Pachet s'est toujours rebellé contre les oppositions simplistes qui font la paresse de la pensée, et dans le cas du sommeil et du rêve, contre l'opposition radicale de l'éveillé et de l'endormi, du conscient et de l'inconscient, de l'actif de la veille et du passif du rêve, du volontaire et de l'involontaire. La conviction profonde de Pachet, c'est qu'il subsiste au cœur même du rêve et dans tout le sommeil un site de vigilance, restreint sans doute, mais inaltérable. Tout comme dans le gâtisme de la mer, il reste des éclats de vie et de joie. Dans le délire de la drogue, il y a encore un sujet qui observe et qui tente de s'orienter. Et dans la pire déchéance concentrationnaire, il reste une vie réduite à son absolue nudité. Il faut se mettre à l'écoute de cette vigilance, la traquer dans ses formes les plus ténues, où se tient paradoxalement le plus fragile et le plus résistant de l'humain. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre la violence de la pensée, qui sans cesse catégorise, dévoile, mais réensevelit des nuances dans son dévoilement même. Soit par exemple le sommeil. Ce beau terme de sommeil recouvre en fait
une gamme continue d'états. Endormissement, rêve, rêve lucide, éveil. Aucun de ces états n'étant absolument fermé aux autres. Comme le dit Pachet, il y a donc comme une invisible barrière de langage à briser pour se convaincre que tout ce qui vient du sommeil, aussi fuyant soit-il, est en droit communicable. Reconsidérons avec Pachet l'endormissement. Une psychologie trop rapide le réduit à un pur subir physiologique. Mais, note Pachet, dans l'endormissement, je ne deviens ni une bête, ni un corps. Ce qu'il souligne, et c'est un insomniaque qui parle, c'est que cette passivité est aussi une activité, une dialectique d'activité et de passivité. Car il n'y a pas d'endormissement sans assentiment. Il faut au moins vouloir laisser se faire le renoncement à la veille. Et ici, je pense aux diathèses qu'évoquait Martin hier, à cette sorte de voie moyenne entre actif et passif qu'il faut ranimer pour saisir certains états. Il faut donc au moins vouloir laisser se faire le renoncement à la veille au monde qui ne dort jamais. Et dans cet insatiable appétit pour le monde qui ne dort jamais, expression de Pierre, je retrouve au passage un trait profond de sa personnalité, sa curiosité enfantine pour la rue, les visages, le fleuve de la vitalité, comme dit Baudelaire, tout ce qui bouge sans cesse et à quoi on n'arrive pas à renoncer. Les enfants le savent bien, toujours vaincus par le sommeil, malgré leur vif désir de ne pas dormir, de continuer à jouer, de continuer à baigner dans la vie qui ne s'arrête pas. Ces enfants, devenus vieux, parfois trouvent à accomplir leur désir dans l'insomnie. Ils en deviennent les captifs volontaires, fidèles cependant à quelque chose de l'esprit d'enfance. S'endormir, dit encore Pachet, c'est aussi simple et aussi difficile que de confier une responsabilité entièrement à quelqu'un d'autre. Et encore, la lutte contre le sommeil est à la fois musculaire, nerveuse et faite d'arguments, de raisons. Mais, souligne-t-il, l'abandon au sommeil n'est pas incompatible avec une certaine attention, un intérêt pour le train des pensées du sommeil. Arriverait-on à s'endormir si on ne parvenait pas à transposer notre intérêt pour le monde en intérêt pour les pensées et les images évanescentes de l'endormissement? La psychologie, en un raccourci simpliste, nous a habitués à réserver la conscience au moi éveillé et l'inconscience au moi endormi. Elle veut considérer les rêves comme, je cite Pierre, la rencontre entre des flux d'images incontrôlables et une individualité paralysée, passive, plastique. C'est en gros la thèse des neurosciences contemporaines. C'était d'ailleurs aussi celle de Valéry dans les analyses si frappantes qu'il fait du sommeil dans les cahiers. Pachet cependant corrige. Posons qu'il y a au contraire, et dans le sommeil et dans la veille, des zones de conscience aiguës, inégalement réparties entre ces deux états. Certes, le moi du rêve est caractérisé par l'oubli d'un certain nombre de données de la conscience. Mais il demeure capable de volonté, de projet, de raisonnement. Il commente un rêve d'Alfred Maury. Alfred Maury, c'est l'auteur du fameux rêve de la guillotine, qui a eu une très très grande fortune littéraire et qui a posé la question de savoir si on élaborait le rêve après coup. Dans le rêve de la guillotine, Maury reçoit un morceau de son lit sur la nuque, se réveille et pense qu'il a rêvé, qu'il a vécu sous la Révolution et qu'il vient d'être guillotiné. Donc, à propos d'un rêve d'Alfred Maury, Pachet note ceci. Alfred Maury ne cesse pas, dans son rêve donc, d'être un membre de l'Institut et de le savoir. Il n'oublie pas la politesse, il continue à savoir argumenter. On voudrait dire qu'il est conscient, si ce terme de conscience n'était associé à des sens multiples, en particulier
à l'idée d'un individu capable de relations autonomes avec ce qui l'entoure. Donc, dans le rêve, le rêveur conserve un certain nombre de préoccupations de la veille, il en poursuit l'entretien. Et de même, jusqu'à un certain point, le rêveur s'assure de lui-même, il se reconnaît. Fut-il changé en éclair, en roc, en nuage, dit Pachet. Le travail pour être un moi et continuer de l'être se poursuit en lui, mais par d'autres moyens que dans la veille, note Pachet. Je cite, « Pendant la veille, ce qui m'assure de mon existence et de mon identité ou de ma localisation est périphérique. Visage des autres, résistance des choses, etc. Pendant le sommeil, je neutralise ces éléments et je tâtonne pour exister. Je tâtonne en moi-même. Selon cette conception, je ne serai pas guidé par un jeu automatique des images, mais par les identifications précipitées que je ferai de telle ou telle disposition de mon être. » C'est un peu compliqué ce qu'il dit là, j'essaye de l'éclaircir. Autrement dit, ce ne sont pas les images du rêve que je reconnais. Par exemple, les êtres les plus familiers en rêve m'apparaissent bizarres ou déformés, et très souvent, il m'arrive de le noter mentalement à l'intérieur même de mon rêve. Mais en revanche, il y a quelque chose que je reconnais avec certitude, ce sont les modes d'être que suscite en moi telle ou telle image, telle disposition intérieure, telle humeur colérique, telle mimème ou réponse posturale qui m'est coutumière, c'est moi tout craché, mon fond profond, que je retrouve en rêve par bribes et avec quoi je recompose du moi. Et si j'y tâtonne, c'est parce que le partage du moi et du non-moi n'y est pas absolument assuré. Aussi bien en rêve, je place en autrui, je cite Pachet cette phrase très belle, je place, et très juste, je place en autrui ce qui me vient de trop loin pour que je le pense mien. Et il illustre en fait cette idée par un rêve très frappant qu'il rapporte, un rêve de Claire Winnicott, la femme de Winnicott, après la mort de son mari, fait un rêve. Et c'est un rêve extrêmement touchant, je crois un des plus touchants que j'ai jamais lu. Elle fait les courses de Noël avec son époux, comme d'habitude, comme autrefois. Et puis ils avaient l'habitude d'aller prendre le thé après les courses de Noël, ils achètent beaucoup. Et au cours de ce thé, Winnicott s'adresse à sa femme, à Claire, dans le rêve bien sûr, et lui dit « Il y a quelque chose qu'il faut que tu saches et qu'on ne peut pas se cacher plus longtemps, c'est que je suis mort. » Et Pierre réfléchit au fond sur l'étrangeté au fond de ce cas de figure où une part du savoir et de la douleur de Claire Winnicott, refoulée dans un coin de son moi, lui revient par la bouche d'une figure de rêve, mais qu'elle a elle-même forgée, bien sûr. Le moi se fait donc tous les jours, à l'interface avec les sollicitations du monde, mais il se fait aussi toutes les nuits, et très différemment, à travers un tâtonnement dans nos modes d'être. Mais c'est aussi la passivité du rêveur, supposé assister à son rêve comme à un spectacle projeté derrière une vitre, que conteste Pachet. Tout d'abord parce que le moi peut entrer dans un rêve dont il était absent. De scène du rêve, il peut, on le sait bien, se muer en personnage et en quelque sorte y intervenir, aussi empêché soit-il d'y accomplir certaines actions. Significativement, c'est à la porosité entre moi rêveur et moi rêvé que s'intéresse Pachet. Et quand bien même le rêveur serait absent du rêve, il y participe au moins, dit Pachet, et de façon décisive comme, je cite, témoin intéressé. Je cite, « Le rêve ne se poursuit, n'a de consistance que si je m'y intéresse,
quand même il me ferait horreur. Au fond, sortir d'un rêve, en prononcer l'interruption, cela relève toujours d'une forme de décision et de refus. Et de même, continuer à rêver, désirer le prolongement, voire la reprise d'un rêve interrompu, comme il arrive parfois. Et c'est pourquoi Pachet propose de reconsidérer l'ouvrage passablement décrié d'Hervé de Saint-Denis, Le rêve et les moyens de les diriger, cet ouvrage de 1867 qui a retrouvé une fortune aussi chez les surréalistes, les Bretons l'avaient repris. S'il le reprend, c'est qu'il y trouve des aperçus plus subtils que ce que laisse entendre le titre. Hervé, en effet, distingue deux types d'enchaînement de rêves. Je cite, « Tantôt le rêveur parfaitement passif, laisse les images se succéder pour lui dans le décousu de leurs associations. Tantôt, séduit ou intrigué par une des idées qui se succèdent et qui le frappe au passage, il la retient. Il s'y attache, il en suit les développements et prend alors la direction du rêve sans s'en apercevoir. Sans aller aussi loin, ni céder à la crédulité devant certaines expériences rapportées par Hervé de Saint-Denis, Pachet lui reconnaît d'avoir mis en lumière moins le contrôle du rêve. D'ailleurs, Hervé ne dit pas que le rêveur peut créer son rêve de toute pièce, mais Pachet lui reconnaît d'avoir mis en lumière un certain pouvoir d'orientation du rêveur dans le rêve, d'affectation du rêve par le rêveur. Pour finir, comment ne pas revenir à Pachet lui-même ? Comment ne pas lire dans Nuit étroitement surveillée une sorte d'autoportrait de sa vie mentale ? J'y retrouve cette porosité si caractéristique de lui, et si déroutante parfois, entre distraction et aguet, flottement et rectitude de la pensée. J'y retrouve aussi l'inquiétude de la désorientation, de la dissolution, qui gagnait si rapidement en lui. Rien de plus malaisé que l'inconsistance du rêve, je cite Pachet. À peine s'approche-t-on de son bord pour s'y accrocher, pour compter dessus, que le bord se dérobe. Trop souvent, c'est le monde de la veille qui lui a semblé susceptible de ces dérobades. Par provision, par précaution, il s'est agi pour lui de se rappeler la persistance d'un site de vigilance jusque dans les états mentaux les plus apparemment défavorables. Il s'est agi d'y trouver pour lui et pour les autres une forme de réassurance. Je vous remercie.